tout le monde est ravi de vous retrouver après cette petite trêve estivale. Au cours de cette soirée qui sera consacrée aux premiers effets, notamment sur la jeunesse de la politique du nouveau président de la République qui avait fondé sa victoire, enfin en tout cas une partie de sa victoire, sur le fait de se présenter comme à la fois et de droite et de gauche, il nous semblait intéressant de voir comment penser l'avenir à la fois depuis la gauche et pour la gauche, même si on ne sait plus trop ce que ce terme peut recouvrir dans le cadre d'un échiquier politique complètement bouleversé. Alors pour y réfléchir, deux invités, Christophe Aguiton, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes militant associatif et syndical, vous êtes aussi chercheur et vous venez de publier aux éditions La Découverte, La gauche du XXIe siècle. On a pris votre titre pour ce débat, Enquête sur une refondation. Et je précise aussi que vous avez contribué à l'ouvrage que publie Attaque, Le monde qui émerge, les alternatives qui peuvent tout changer. Pour discuter avec vous, Élise Levy, c'est ça, je prononce bien ? Levy, bonsoir. Vous êtes membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts depuis maintenant 2011, mais vous n'êtes pas là au nom de ELV, mais plutôt au nom de la revue Éco-Rêve. Vous êtes membre du comité de rédaction numéro 45 de la revue Éco-Rêve qui consacre son grand dossier à André Gorz, une pensée vivante. Vous nous direz tout à l'heure si le titre est un contraste avec le fait que l'écologie politique semble bien moribonde ces temps-ci. Mais peut-être avant donc on discute un peu à la fois des chantiers théoriques, stratégiques et que la gauche doit affronter aujourd'hui si elle veut sortir de sa torpeur. Une question même sur l'emploi de ce terme. C'est vrai que à tous les deux, est-ce qu'on peut encore mettre sous ce vocable quelque chose de cohérent et de précis à un moment où non seulement l'échiquier politique a éclaté, mais où, par exemple, le PS se dit toujours de gauche, tandis que la France insoumise emploie très peu ce terme. Voilà. Est-ce que ce terme, il est encore facilement mobilisable ? C'est sûr que quand on pense à la gauche, on se dit c'était les gouvernements précédents. Hein. C'est ceux qui sont avec Merkel en Allemagne au pouvoir, et c'était Hollande et notre ami Valls il y a encore quelques mois et à peine une année. Donc cette gauche-là, elle représente pas ce que tous les aspirations des opprimés, des exploités, de tous ceux qui se battent pour l'écologie et pour les droits sociaux. Mais en même temps, il y a des lourdeurs et la gauche est bien antérieure, même au mouvement ouvrier. Hein. Bon, et tout le monde s'y retrouve sa place d'une certaine façon. France Insoumise, par exemple, emploie peu le terme gauche, mais si vous regardez l'hémicycle, ils sont pas à droite de l'hémicycle, ni au centre, ni au milieu, ni où ils sont à gauche. Hein, bon. Et de fait, on peut considérer qu'être de gauche, c'est quand même être du côté des mouvements, du côté des revendications, du côté de ceux qui bougent et qui se battent contre les injustices. Si c'est ça, c'est très générique, c'est très large, la gauche existe, mais ça n'est pas une gauche. Hein, il y en a plusieurs, et c'est de ça probablement dont on va discuter. Même question ? Sur la gauche, l'essentiel, à mon sens, c'est de lui donner du contenu, de lui redonner du contenu. La difficulté de la dernière séquence, c'est effectivement que ce contenu, il a été vidé de son sens. Vidé de son sens, effectivement, par les gouvernements qui ont été identifiés par une partie de la population, notamment la jeunesse, comme la gauche. Et si on dit la gauche, c'est Manuel Valls, excusez-moi, mais donc non, nous ne sommes pas la gauche. En revanche, redonner, effectivement, aller plus loin que ça et redonner du contenu à la gauche, et à mon sens, cette gauche, c'est une gauche qui devrait être sur les bases des valeurs écologistes, démocratiques, pluriel, social, et c'est à nous, à mon avis, c'est à notre génération, de donner un nouveau sens à cette gauche du XXIe siècle, et notamment à l'écologie politique. Alors si on veut aller plus loin, il faut aller aussi plus loin que de dire qui détient la vraie gauche, c'est-à-dire en donnant un vrai contenu, et là on a l'impression qu'on est quand même aussi dans une situation difficile parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que Manuel Valls a trahi les valeurs de gauche. On voit bien, et vous le montrez dans votre livre, Christophe Aguiton, qu'il y a eu des moments où on a eu l'impression de vases communicants entre les partis et les mouvements. Par exemple, dans les années 90, les grands partis travaillistes et sociodémocrates amorcent leur chute libre, tandis que les mouvements, notamment altermondialistes, notamment écologiques, au contraire, sont remplis d'énergie. Là, on a l'impression que, et du côté de la gauche partisane, social-démocrate, mais aussi du côté de la gauche radicale et mouvementiste, je ne les identifie pas, mais il y a des liens, on est face à deux formes de crise. Alors, est-ce que ces crises, elles sont parallèles ? Est-ce qu'elles sont liées aux mêmes causes ? Enfin, comment vous analysez ça ? Je pense qu'il faut différencier deux niveaux. Il y a le niveau doctrinal, au sens de ce que croient, défendent les doctrines de ces différentes tendances de la gauche, gauche de gouvernement, gauche social-démocrate ou gauche plus radicale. Et là, je pense qu'il y a en effet une crise des deux côtés, et des problèmes des deux côtés. Et puis après, il y a les rapports de force électoraux et la situation dans laquelle se retrouvent ces gauches. Et là, c'est complètement différent. Si on prend les affaires sur le plan électoral, c'est-à-dire les résultats de ces deux gauches, on voit qu'en fait, il y a différents moments depuis les années 80. Depuis les années 80, la gauche de gouvernement commence à décliner. C'est-à-dire qu'en fait, elle était
totalement légitime tant qu'on était dans le monde de l'alternance des 30 glorieuses, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 70. Dès les années 80, elle commence à fléchir. Elle fléchit encore plus dans les années 90 et elle s'effondre maintenant, très récemment. Regardez les résultats. Peut-être que Schulz arrivera en Allemagne à limiter la casse, mais presque partout, la gauche du gouvernement disparaît d'une certaine façon. 6% en France, c'est quand même du jamais vu depuis 69. En Islande, petit pays, on a vu les sociodémocrates diminuer jusqu'à près de 5 ou 6%. Même chose en Hollande. Et à chaque fois, c'est la gauche radicale qui monte sur le plan électoral. Nous, c'était France Insoumise, c'était les gauches rouges et vertes en Islande qui ont fait près de 25%. C'était en Hollande à la fois le Parti socialiste qui est un groupe qui vient de l'extrême gauche et le Parti des animaux qui est un groupe d'écologie radicale qui a pesé aussi beaucoup. Donc on a un peu partout une montée des gauches radicales sur le plan électoral et une baisse très importante des partis de gouvernement sociodémocrates ou du centre-gauche pour le dire vite. Bon. Par contre, sur le plan doctrinal, on y reviendra probablement un peu tout à l'heure, là les choses sont difficiles des deux côtés puisque c'est toute la construction du socialisme du XXe siècle qui est en train de s'effriter. Et donc il y a besoin d'un renouveau doctrinal avec des tas de débats qui commencent. C'est pas des choses qui sont complètement hors champ. Évidemment, tout le monde discute de ça, mais sur lesquelles les choses ne sont pas encore calées. On n'a pas encore trouvé un corps de doctrine, un corps, disons, de stratégie et de propositions politiques qui unifie la gauche radicale. Aujourd'hui, on en est loin. Alors pour articuler justement ces questions doctrinales avec quand même la situation dans laquelle on est, vous le disiez à l'instant, Élise Lovy, que la gauche du XXIe siècle passerait notamment par des bases écologiques et démocratiques fortes. Comment est-ce que vous expliquez, alors que l'écologie politique ne peut pas ne pas être au centre de la gauche du XXIe siècle, qu'aujourd'hui, au moins en termes partisans, elle soit quasiment morte? Justement parce qu'on ne peut pas réduire le politique à la dimension partisane. Qu'on est dans une nouvelle séquence et que cette nouvelle séquence, elle doit passer par un constat, c'est que les appareils politiques tels qu'ils ont été depuis un certain nombre de décennies sont archaïques en l'état et qu'il faut penser les choses de manière nouvelle, penser le mouvement, penser la pluralité, penser... Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, quoi? Faut trouver un Emmanuel Macron de l'écologie. Non, je suis pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron, pas du tout. Par contre, je pense que dans les réseaux écologistes notamment, puisque vous disiez les valeurs écologistes, elles ne sont pas réductible à la question du parti politique. Il y a d'ailleurs plusieurs partis qui représentent l'écologie politique. Il y a surtout beaucoup d'associations, de mouvements qui se revendiquent de l'écologie politique. Donc, construire une alternative écologiste à long terme, ça veut aussi dire ne pas se limiter à la question partisane. C'est essentiel. Mais depuis l'écologie politique, comment vous vivez le fait que Nicolas Hulot soit au gouvernement, qu'un ancien membre de LV soit au perchoir de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est qu'une défaite parce qu'au fond, ils n'articulent pas la critique du capitalisme et l'écologie comme le faisait André Gorz, on y reviendra, ou est-ce que vous pouvez dire, après tout, c'est une forme de mainstreamisation de l'écologie politique, voire d'une entrée de l'écologie politique dans les institutions les plus hautes de la République? Alors, c'est pas ma vision des choses. Je pense qu'au contraire, et effectivement, vous l'avez dit comme Gorz le pointait du doigt, c'est une forme de récupération qui peut être dangereuse, puisque dans Leur écologie et la nôtre, un texte de Gorz qui est paru en 1974... Auquel vous consacrez un article dans le numéro 45 du Corrève. Et qui initialement s'appelait « Partage ou crève ». Dans cet article, justement, Gorz pointait du doigt le risque qu'il y avait à une récupération d'une forme de capitalisme vert qui tuerait justement l'alternative écologiste. Et qu'il fallait, si on souhaitait proposer une alternative politique, jamais confondre les deux. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est ma conviction personnelle, un Nicolas Hulot qui se trouve dans un gouvernement qui fait, par exemple, la loi, les ordonnances Macron et qui détruit notamment un certain nombre de protections sociales, c'est totalement contradictoire avec l'alternative écologiste telle qu'on l'aperçoit. Cette alternative, c'est quoi? C'est d'abord effectivement le fait que fondamentalement l'écologie est incompatible avec le capitalisme, pour des raisons de fond, qui fait que le capitalisme, qui est intrinsèquement productiviste, ne peut pas respecter les cycles écologiques. Deuxièmement, c'est le fait que l'écologie, et c'est ce que disait Gorz dans Leur écologie et la nôtre, doit remettre en cause la domination de la croissance. Et cette idée-là, elle n'est pas du tout aujourd'hui prise en compte par le gouvernement actuel. On n'est pas du tout dans une remise en cause de la croissance. Au contraire, on cherche à faire de la croissance en diminuant de plus en plus les droits. Troisièmement, bien sûr, la question de la répression. La répression, le capitalisme gère la crise écologique en augmentant la répression et notamment en ciblant un certain nombre de boucs émissaires. C'est régulièrement le cas des minorités ou autres. Et là aussi, il faut être extrêmement vigilant parce que l'état d'urgence a ciblé, on le sait, beaucoup les militants écologistes. Enfin, un quatrième volet, qu'est-ce que nous disait Gorz dans Leur écologie et la nôtre? C'est qu'il faut aussi être capable de proposer du positif. Proposer du positif, ça veut dire des alternatives concrètes. C'était le cas
Dans le livre de Gortz, Misère du présent, richesse du possible, ça veut dire poser la question d'un revenu d'existence inconditionnel, poser la question de coopérative, poser la question de l'autoproduction, poser la question aussi d'alternatives locales, c'est-à-dire de services partagés, locaux, collectifs. Toutes ces alternatives-là, qui sont des alternatives concrètes, elles ne sont absolument pas aujourd'hui prises en compte par la version écologie du gouvernement. Alors sur ces questions doctrinales qui coulent autant la gauche de gouvernement que la gauche plus radicale, est-ce qu'on est à un moment où il faut déterminer des alternatives au capitalisme, et on voit bien que c'est compliqué, c'est le philosophe américain Frederick Jameson qui disait c'est plus compliqué d'imaginer la fin du capitalisme que la fin du monde. Est-ce qu'il faut d'abord abandonner certaines catégories qui ont longtemps été identitaires de la gauche, ou est-ce qu'il faut faire un peu un mix de ça, parce que on a aussi l'impression que ce que vous dites c'est un peu évident, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je reprends l'exemple d'André Gortz, il y a eu quand même beaucoup de parutions sur lui, il y a même maintenant des quais de Seine qui portent son nom, et voilà, et ça passe pas la rampe de la pratique politique. Si on prend l'affaire sur le plan théorique et un peu doctrinal, c'est sûr que ce à quoi on assiste, c'est la fin d'un cycle qui était celui du socialisme du XXe siècle. Et qui est un socialisme qui se construit à un moment assez particulier de l'histoire, qui n'est pas du tout ceux des créateurs du concept du socialisme, les Owens en Angleterre, ou pour ce qui nous concerne en France, les Proudhon ou Marx, bien évidemment, mais ceux qui, au moment où on sort de la première mondialisation, au moment où la deuxième révolution industrielle suit cette grande révolution scientifique, qui pousse aussi au scientisme, au positivisme sur le plan philosophique, et puis au moment où surtout les États se concentrent sur eux-mêmes avec un appui très fort au développement des très grandes entreprises, elles-mêmes modernisées avec le taylorisme. À ce moment-là, le socialisme se redéfinit, ça prend 30 ans, c'est pas une affaire qui se fait en 2 jours, et toute une série de théoriciens, dont le plus important était Karl Kautsky, qui était le théoricien de la deuxième internationale, de l'internationale socialiste, va penser un modèle très cohérent, où il s'agit de prendre le pouvoir d'État. Ce pouvoir d'État, il va permettre de nationaliser les grandes entreprises, de planifier l'économie. Pour prendre ce pouvoir d'État, il vaut mieux la voie parlementaire, c'est sa position à lui, ce qui va être discuté après 17 entre communistes et socialistes, c'est le point de clivage majeur entre eux. Mais les deux sont à nouveau d'accord sur le fait que le seul acteur capable de faire ça, c'est le prolétariat, la classe ouvrière, comme Marx et Engels l'avaient écrit dans le manifeste du Parti communiste. Donc on a quelque chose de très cohérent et qui, évidemment, pour que la classe ouvrière puisse prendre le pouvoir, s'appuie sur l'idée qu'il faut un parti qui dirige. Pour Kautsky, c'est les intellectuels, et qui va... Mais sur le plan structurel, et c'est écrit dans les textes de la social-démocratie de l'époque, c'est même décidé au congrès de Stuttgart de l'Internationale socialiste de 1907, les partis dirigent les syndicats. Donc on a un modèle très cohérent qui va être copié-collé évidemment par le mouvement communiste après 17, mais aussi par les mouvements de libération nationale, le parti du Congrès en Inde, toute une série d'autres partis, on ne va pas en faire la liste ici. Bon, ça rentre en crise évidemment dès 68 un petit peu, mais surtout maintenant. Et c'est ça qui doit être discuté, qui doit être remis en cause. Et la remise en cause va passer évidemment par l'écologie, elle passera beaucoup par le féminisme aussi, qui attaque ça avec l'idée qu'il n'y a pas un acteur dominant, le prolétariat, une question centrale, le socialisme qui va tout régler, les femmes viendront après, l'écologie après, les homosexuels on n'en parle pas, etc. Tout ça va être remis en cause en 68, mais surtout maintenant. Et donc on a une crise très profonde de ce modèle, et on s'aperçoit qu'il y a une première réponse qui est claire, c'est celle, disons, des sociolibéraux qui visent à dire, on s'est gouré, c'est Bad Godesberg en Allemagne dès les années 50-60, et puis en France, c'est ce qui se fait petit à petit, c'est Hollande, pour le dire vite. Pas le seul, c'était déjà en partie Rocard, mais c'est Hollande. Et donc on a cette évolution-là qui est en fait une adaptation au capitalisme libéral. On a de l'autre côté des tentatives, c'est ce qui est en train de se jouer. Par exemple, dans le deuxième livre dont vous avez parlé tout à l'heure sur les alternatives qui pourraient tout changer, il y a l'idée qu'il y a toute une série d'autres concepts qui peuvent s'opposer tant au capitalisme qu'à l'étatisme. Et c'est par exemple l'idée des biens communs, qui vient évidemment de théories liées à l'Europe de l'Ouest, ça vient d'Angleterre, de France, etc. Mais en fait, on retrouve les mêmes concepts en Inde, dans l'Amérique latine, en Afrique, dans beaucoup de continents. Et c'est l'idée qu'on peut avoir une alternative tant au capitalisme qu'à l'étatisme en partant des communs paysans, en partant des coopératives dont Élise vient de parler, bien évidemment, en parlant aussi de ces nouveaux communs, qui sont les communs du numérique. Wikipédia n'a été créé ni par Hachette ou Flammarion, ni par le ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi les communs de la nature, pas tant parce qu'il y aurait en soi des biens qui seraient des communs, l'air ou l'eau n'a pas besoin de l'humanité pour être là, mais parce qu'il y a une relation sociale spécifique des humains quand on veut avoir de l'eau propre, sauver le climat et avoir un air de bonne qualité dans nos villes. Et cette logique de construire quelque chose par nous-mêmes
contre évidemment la logique de la privatisation, d'un marché capitaliste qui soit sans limite et sans règles, mais contre aussi un État qui dirigerait tout et qui organiserait tout. Ça, c'est une ligne stratégique qui nous paraît à beaucoup d'entre nous la ligne féconde si on veut pouvoir construire un nouveau modèle. Alors c'est pas un modèle achevé, il ne remplacera pas le marché qui existait bien avant le capitalisme, hein, sous Rome ou sous la Grèce, il y avait déjà du marché même bien avant. Ça remplacera pas non plus les États, hein, qui existaient là aussi bien avant le capitalisme, mais ça permet d'avoir une logique d'insertion, d'irruption de la société, tant dans l'État que dans le capitalisme, et puis surtout la construction d'alternatives concrètes, comme Gortz en parlait, comme Élise vient d'en parler. Voilà, ça c'est à mon avis le cœur du sujet. Et puis on s'apercevra, mais on peut en discuter peut-être un peu plus tard, qu'il y a un lien assez fort entre cette idée de changer la façon dont on construit l'économie, les relations sociales, avec ce qu'on appelle la démocratie. Hein, bon, et qu'il y a entre ces deux modèles, celui ternaire entre marché, État et bien commun. On peut retrouver un modèle ternaire sur la démocratie, mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure. À ça. Moi, la question qui m'intéresse aussi, c'est que, prenons les communs, c'est quand même un thème qui circule déjà depuis quelques années dans les mondes militants, dans les mondes intellectuels, qui a été parfois mis en place, parfois tenté, parfois rejeté. Pareil que pour les alternatives concrètes de Gortz, quoi. Quels sont en fait les moyens de faire que on n'ait pas l'impression qu'on peut avoir quand on lit les alternatives qui peuvent tout changer ou en quoi Gortz pourrait nous aider à penser le XXIe siècle. En fait, il y a 10 ans, on me disait déjà ça et ces outils n'ont pas pris. Alors certains n'ont pas pris, d'autres prennent. L'exemple effectivement de l'économie collaborative. Il y a la version, on va dire, récupération, là aussi, par ce que Patrick Dioyade exprime dans ce numéro d'Ecorève comme le capitalisme de plateforme. C'est-à-dire que Uber. Comment est-ce que Uber a récupéré une forme d'économie collaborative? Une partie a été récupérée, l'autre n'est pas récupérable. Quand Jean Zin, par ailleurs, parle de coopératives municipales, c'est-à-dire d'autres perspectives, il y a des alternatives, y compris sur le revenu d'existence. C'est un bon exemple, la question du revenu d'existence. Ce débat a été posé lors de la dernière présidentielle. Or, Gortz montre bien que sur le revenu d'existence, il y a deux versions totalement opposées. Il y a une version néolibérale proche de Milton Friedman qui, si c'est un niveau très bas, finalement est une aide indirecte aux entreprises à embaucher à bas coût. Donc c'est exactement le type de modèle qu'il ne faut pas adopter si on ne veut pas alimenter le système. Et à l'inverse, ce que Gortz propose, c'est un revenu d'existence qui soit inconditionnel, qui soit suffisant et surtout qui soit distributif. À l'inverse de redistributif, c'est-à-dire que ce soit une part de la richesse commune. Et ces alternatives-là, vous dites ça n'a pas pris, néanmoins, c'est des alternatives qui sont sur la table. L'idée avance, des idées avancent. Néanmoins, effectivement, d'un point de vue concret, les choses ne sont pas encore effectives. Sur la coopérative, et je rebondis ici sur ce qu'a dit Christophe, sur les coopératives. Bien sûr que le modèle des coopératives, vous avez raison, vous pourriez dire, c'est pas encore ça n'a pas encore pris. Ça existe, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Néanmoins, effectivement, Gortz était très attaché justement aux coopératives et à ce qu'on appelle cette troisième type d'économie. Mais pour répondre aux insuffisances, Jean Zin, justement, dit est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi, à côté des coopératives qui relèvent de l'économie solidaire, à des coopératives municipales? C'est-à-dire essayer de penser les deux pour éviter effectivement des modèles qui ont pu ne pas tenir sur le long terme. Il y a des choses à penser, ces choses-là existent. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mises en place? De fait, on n'est pas dans un rapport de force aujourd'hui dans la société actuelle qui nous permet de généraliser ce type de modèle. Néanmoins, ça existe et je pense qu'il faut s'appuyer sur ces alternatives concrètes, les faire émerger, en parler. C'est d'ailleurs, merci de nous en donner l'occasion, pour que ça puisse se diffuser et exister. Je suis aussi un peu comme elle dit, je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée que ça ne marche pas. Il y a une première chose, c'est vrai qu'à chaque moment... Quand je disais juste, je précise que je ne disais pas que ça ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on a des exemples concrets, mais en gros l'argument qui est souvent opposé, c'est de dire qu'un archipel d'alternatives plus ou moins mises en place ne réussira jamais à combattre un système dont on a vu quand même depuis 2007 à la fois la résilience et l'impunité. Non, mais bien évidemment. Il y a une capacité de récupération énorme. Prenons par exemple les coopératives. Les plus grosses coopératives du monde sont les coopératives agricoles. Vous prenez par exemple Président. Maintenant, c'est une boîte privée depuis 2007. Mais jusqu'à 2007, Président, qui est une multinationale, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui produit du beurre et du lait que vous retrouvez dans tous les avions du monde et dans tous les pays du monde. C'était une coopérative. La plus grande coopérative laitière du monde, elle vient de Nouvelle-Zélande. C'est une entreprise de fait multinationale. On pourrait dire la même chose des banques coopératives qui font de la pub à la télé sur le fait que c'est une banque qui est la propriété des sociétaires. Mais on sait tous qu'elles sont complètement immergées dans le marché capitaliste et que de fait,
elles en copient les formes et les règles. Bon, mais ça, c'est juste, hein, donc on peut dire ça. Mais ça existait déjà avant, au moment du XXe siècle. Quand s'est créé le socialisme du XXe siècle, le concept dont je parlais tout à l'heure, c'est le moment où émergent tous ces grands services publics et aussi tout ce qui va être la protection sociale, hein, sécurité sociale, maladie, mais aussi retraite, enfin tout ce qui est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bon, c'est à la fois une demande de la classe ouvrière et des syndicats et des partis de gauche ou du mouvement ouvrier, mais c'était aussi une demande du patronat. Le patronat avait tout intérêt à ce qu'il y ait une mutualisation des frais de santé ou des retraites, plutôt qu'avoir à payer eux-mêmes ce qu'ils faisaient auparavant pour leurs vieux ouvriers ou pour leurs ouvriers malades. Bon. Donc on a comme ça des conjonctions d'intérêts à un moment donné qui se retrouvent, et puis on a un capitalisme qui est capable en permanence de se régénérer, d'intégrer, on l'a vu sur l'écologie, vous avez raison sur beaucoup de communs, mais ça ne veut pas dire que les choses ne fonctionnent pas. Et de même que sur les services publics ou tout ce qui était la sécurité sociale, on a eu comme ça des espèces d'agrégats de concordance, si on peut dire, d'intérêt. On va retrouver ça sur les communs. Prenez le logiciel libre. Bill Gates expliquait il y a maintenant une vingtaine d'années que le mouvement des logiciels libres était bien plus dangereux que le communisme. Hein. On était avant la chute du mur. Hein. Bon, plus dangereux que le communisme. Hein. Bon. Or, aujourd'hui, le logiciel libre a gagné. Le logiciel propriétaire aujourd'hui, même Microsoft, bon, Bill Gates lui s'occupe de sa fondation, il est plus directement aux affaires, maintenant s'appuie beaucoup sur le logiciel libre. Alors c'est un logiciel libre qui est compliqué, hein. Tout le monde connaît OpenOffice ou LibreOffice, ceux qui ont développé ça, c'est Sun Microsystems et IBM, c'est pas les petites sœurs des pauvres, hein. C'est des grosses boîtes capitalistes. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça leur a évité de payer des frais de développement absolument énormes s'ils avaient dû faire l'équivalent de Microsoft Office. Donc on a comme ça des choses qui sont très compliquées, hein. Bon, mais comme l'étaient les lois sur la sécurité sociale que Bismarck a fait passer dans les années 1880. Hein. On a un peu des choses qui avancent, mais qui montrent quand même que c'est des choses qui avancent, parce que le développement des logiciels libres est un vrai plus pour nous tous. Hein, parce que ça veut dire qu'on a des choses moins chères à fabriquer. C'est idiot, hein, mais c'est un plus pour tout le monde, même si le capitalisme y trouve sa part. Hein, bon. Mais il n'y a pas que les logiciels libres. Hein. Wikipédia, c'est probablement l'outil d'accès à la connaissance le plus important que l'humanité ait jamais possédé. Oui, un exemple de collaboratif et de gratuit rarement égalé. Gratuit, bon, et puis, encore une fois, est-ce que l'idée c'est d'éroder le système capitalisme, ou est-ce que l'idée c'est de changer profondément le rapport de force pour mettre en place de manière plus généralisée ce genre d'initiative? Il y a quand même derrière ça une idée importante, et j'insiste parce que nous en France c'est pas notre tradition, c'est que le fait d'avoir des contre-pouvoirs instaurés à l'avance aide au moment du passage. À un moment donné, il faut une rupture. Il faut à un moment donné, alors on aurait dit la prise du pouvoir, là on est à l'anniversaire de 1917, employons pas cette expression, mais à partir du moment où il y a une rupture, il faut à un moment donné que les rapports de force s'établissent de façon totalement différente et on appelle ça révolution citoyenne, on appelle ça comme on veut, peu importe, il faut cette rupture. Mais cette rupture sera d'autant plus facile à consolider que des contre-pouvoirs se seront établis dans la phase précédente. Hein, bon. Et nous, en France, on n'est pas habitué à ça. Et dans un pays d'insurrection, depuis 1789, on est un pays de grève générale, hein, on est un des rares pays qui connaît la grève générale, 68-36. Les Allemands connaissent peu ça. Hein, il y en a eu une en 21, c'est à peu près tout, 1921. Et eux, par contre, ils savent ce que c'est que construire des éléments de contre-société, beaucoup plus que nous. Prenez par exemple les modèles énergétiques. Ils ont développé en Allemagne très massivement l'énergie renouvelable, mais c'est pas des grands groupes type Engie ou EDF qui font ça, c'est des coopératives. C'est des coopératives, alors là aussi hybrides, il y a des gens qui mettent plus d'argent que d'autres, c'est pas forcément totalement égalitaire, on peut rediscuter la façon dont ça fonctionne. C'est des coopératives qui associent souvent municipalités, qui associent des individus qui veulent se lancer dans de l'autoproduction. Et donc on a une société qui prend en charge cette question, et c'est en train de changer complètement le marché énergétique, et c'est une des raisons pour lesquelles EDF n'est pas en forme, et du même sortir du CAC 40. Bon. Donc on voit que tout ça montre que ça bouge, et avoir ces points d'appui, ça aide pour la suite. Je finis simplement par cette petite anecdote, mais le mouvement des sans-terre au Brésil, qui lui vient des années 90, expliquait toujours, moi je me rappelle bien les discussions avec Juan Pedro Stedile, qui est un peu son principal dirigeant, sur le fait qu'en ayant construit un appareil de coopératives, de villages autogérés, et eux d'écoles, ils construisaient leurs propres écoles, parce qu'ils n'avaient pas confiance aux écoles du système, ils disent c'est un plus au moment où il y aura une rupture. Bon, c'est un peu cette idée. Oui, pour rebondir, effectivement, Enercoop, par exemple, coopérative d'énergie renouvelable. C'est un bon exemple de quelque chose de coopérative qui marche, qui est une alternative et qui, puisqu'on parlait de gauche du XXIe siècle, pour moi, ça implique aussi la transition énergétique, évidemment, et notamment la sortie du nucléaire. La sortie du nucléaire, là, on a une alternative concrète avec une coopérative qui produit de l'énergie renouvelable, qui est hors nucléaire, et on a des choses comme ça, de ce type, qui fonctionnent parfaitement. Donc je pense qu'elles ne sont pas assez connues, c'est vrai, mais ça avance, ça avance. Mais alors, on va venir un peu aux questions aussi stratégiques pour peser sur ce rapport de force, pour imaginer ça, mais encore une question sur cette question, ces questions doctrinales. Oui. Parce que vous preniez l'exemple du revenu universel, qui a effectivement été débattu, Gortz avant d'autres et après montrait bien qu'effectivement il y a deux versions possibles de ce revenu universel. C'est pas le seul clivage qu'on a à gauche. Hein. Il y a la laïcité, il y a l'Europe, les revendications indigènes. Est-ce que
une gauche du XXIe siècle doit d'abord trancher, quitte à trancher dans le vif, sur quand même quelques clivages qui, depuis 10, mais peut-être 20 ans, font que pas grand-chose n'est possible, en tout cas comme coalition ou comme force motrice. Non, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faudra les trancher, mais que ça ne se tranchera pas uniquement par un débat d'idées entre théoriciens ou forces politiques. Je pense que là, s'il n'y a pas des mouvements sociaux qui portent ça en changeant les termes du débat, ça ne marchera pas. Et on s'engueulera toujours sur est-ce qu'il faut autoriser ou pas le voile dans l'espace public ou dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il faut être anti-européen et anti-euro ou pas, ou réformer l'Europe, etc., etc. On s'est aperçu qu'au moment où il y avait des mouvements sociaux qui portaient à l'échelon utile pour pouvoir le faire, des revendications, tout changeait. Dans les années 90, moi j'ai eu la chance de participer aux marches européennes contre le chômage, qui était un moment où il y avait beaucoup de mouvements européens. Ces marches n'étaient pas les seules, il y en avait beaucoup d'autres. Les termes étaient plus faciles parce qu'il y avait toute une série d'acteurs sociaux qui disaient voilà l'Europe que nous voulons et qui portaient des revendications concrètes qui permettaient de confronter l'Europe et ses institutions à des revendications venant de la société civile. Bon. Et aujourd'hui, on a peu ça. En Europe, malheureusement, la crise de 2007 n'a pas vu face à elle des mouvements capables de construire une alternative. La crise de la dette 2010-2011, même chose. Chaque pays a été conduit à des solutions ou à des tentatives isolées, sans être capable d'unifier tout ça. Le mouvement syndical européen est resté complètement aphone et atone pendant cette décennie-là. Donc on n'a pas ça. Donc on a un débat qui est très religieux d'une certaine façon. On est pour l'euro ou contre l'euro. Alors évidemment, on donne des arguments économiques dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y a pas des forces sociales derrière. Et c'est un peu pareil sur la question du voile et des identités. Si on est capable de monter des vrais mouvements contre les oppressions, contre les discriminations, chaque fois qu'il y a un jeune noir qui se fait tuer dans une cité ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est opprimé. Je pense que c'est de ces mouvements-là que va sortir l'idée que, tiens, il faut suivre leurs revendications et que les forces politiques vont se réaligner. Bon. Sur toute une série de sujets, on se rend compte que c'est quand même quand la société commence à bouger que les gens se réalignent et on n'est pas uniquement dans le débat quasi religieux sur la laïcité 1905 et comment on la défend aujourd'hui. Alors, je suis d'accord avec Christophe et j'irai même un petit peu plus loin. Je pense qu'effectivement, une gauche du XXIe siècle, elle doit penser la question de l'interculturalité, de la tolérance, des identités. Ça pose encore problème, je le vois moi dans les milieux ça pose encore problème. Or je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et là aussi, je fais un lien avec un des articles qui a été fait dans le numéro de Gortz par Anita Rosenholk et Emmanuel de Sandier sur la notion de paria. Gortz disait que si on arrive à si on arrive à avoir une place originale, c'est aussi parce qu'il s'assumait comme paria conscient, comme disait Hannah Arendt, c'est-à-dire les fameux laissés pour compte dont tu parlais, qui peuvent se coaliser, qui peuvent exister et être reconnus comme tels. Et encore, dans la gauche actuelle, dans la gauche classique, il y a encore parfois une difficulté à reconnaître, notamment certaines franges des quartiers populaires, encore un regard un petit peu méfiant. Je pense que c'est essentiel de dépasser ça, de donner une place véritable et de reconnaître en tant que tels les mouvements issus des quartiers populaires et de ne pas soit les mépriser, soit les instrumentaliser, mais bien leur laisser une autonomie réelle et de les considérer comme étant des acteurs à part entière de cette transformation. Il y a un autre débat, si on reste encore un peu sur la partie théorique ou doctrinale, c'est le débat sur la démocratie, qui monte beaucoup, tant dans les mouvements sociaux que dans les forces politiques. Et on a un débat qui est là aussi qui risque d'être binaire, puisque ce qu'on a comme premier aspect du débat, c'est une critique de la démocratie représentative. La démocratie représentative en France, c'est toujours les mêmes. C'est l'énarchie, vous prenez les cabinets Hollande, il n'y en a jamais eu autant, il n'y a jamais eu autant d'énarques depuis la Ve République. Bon. Et sur Macron, on n'a pas fait le compte encore, mais je suppose que Mediapart le fera et qu'on aura des résultats similaires. On a déjà fait des papiers sur les voilà. cabinets, j'imagine ça vaut bien l'ère Hollande. Exactement. Donc on voit qu'on a toujours les mêmes et en fait quand on fouille un peu sur le plan historique et théorique, on s'aperçoit qu'en fait le système a été construit pour ça. Pendant les révolutions françaises et américaines, Madison aux États-Unis et CIS en France pensent le modèle de la démocratie représentative, c'est parce que le peuple peut se tromper et se trompe souvent, pense-t-il. Donc il faut un système qui garantisse d'une certaine façon que la modération l'emportera, c'est-à-dire en fait les forces du système. Et la démocratie représentative a fonctionné comme ça dans à peu près tous les pays. Alors il y a une question, mais que je ne vais pas aborder maintenant, qui est intéressante et un peu une énigme, c'est pourquoi le mouvement ouvrier a accepté ça si facilement à la fin du 19e. Mais laissons-le de côté, ça c'est ce que j'essaie de développer un peu dans le bouquin. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les forces radicales qui montent critiquent la démocratie représentative. Et on voit, par exemple, comment Podemos a pu se constituer et se construire avec une attaque très très violente contre le système, qui est d'autant plus facile en Espagne, qui a une culture du consensus qui vient de l'accord des principales forces politiques après la mort de Franco. Donc c'est en attaquant cette culture du consensus et la démocratie représentative qui en est l'ossature que Podemos a pu monter. Mais ça, on ne le voit pas qu'ici. On le voit, par exemple, au débat nord-américain, Trump attaquait le système.
mais Sanders l'attaquait aussi. Bon. Et nous, en France, on voit à quel point la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon peuvent attaquer, et souvent avec de très bons arguments, la démocratie représentative. Le problème, c'est que souvent, contre ça, c'est construit une autre vision politique, une autre architecture, si on peut dire, c'est un peu trop, mais en tout cas un autre modèle, qui est celui qu'on appelle souvent le populisme de gauche, qui est l'idée qu'il faut réunifier le peuple. Donc on parle plus trop de gauche, ce que vous avez dit dans l'introduction de ce live sur la France insoumise, par exemple, ne parle pas de gauche, Podemos ne parle pas de gauche, par exemple, on ne parle plus de ça, on parle du peuple. Et on va essayer de parler de concepts comme la révolution citoyenne, la constituante, idée que je partage, c'est pas le sujet, mais avec l'idée derrière ça qu'il faut très vite transformer les choses et prendre le pouvoir. Et ce qui est frappant dans la montée très très rapide de Syriza en Grèce, de Podemos en Espagne ou de la France insoumise chez nous, c'est que ces trois forces avaient deux points communs, qui vraiment sont une rupture avec la tradition de la gauche, tant écologique que communiste que de l'extrême gauche, ce qui est plutôt la famille dont je viens, qui était la première idée, c'est qu'on est pas du tout dans le système. Donc, contrairement au Parti communiste ou au Vert, on n'est pas un jour dans les cabinets, un autre jour, on est en dehors de ce système, et on se bat radicalement contre. Et puis la deuxième idée qui l'accompagnait, c'est l'idée qu'on va prendre le pouvoir par la démocratie. Mais une démocratie qui est une révolution citoyenne, et ça nous faisait beaucoup rire tous, moi inclus, donc je n'accuse personne de s'être trompé. Je me suis trompé comme tout le monde quand les gens du parti de gauche, donc France Insoumise, expliquaient par un petit trou de souris, Mélenchon peut passer. Bon. Mais avec cette idée, on va gagner. Mélenchon a réussi, la France insoumise, à agréger des secteurs sociaux qui, a priori, n'étaient pas très partants pour voter pour lui. Je pense aux quartiers populaires avec des jeunes d'origine immigrée, souvent musulmans, et le côté laïcard de Méluche, c'est pas trop leur tasse de thé, ou des gens dans les centres-villes, au contraire, plutôt de tradition intellectuelle, qui trouvaient quand même qu'il avait un côté tribun populiste qui n'était pas non plus leur tasse de thé. Mais parce que l'idée, c'est que ça peut gagner, tout le monde s'est cristallisé, et ça a obtenu un résultat de 20%. Podemos, même chose, c'est un blitzkrieg électoral qui a préparé Iglesias et ses amis. On va gagner en un an un truc vraiment fait sur une carte d'état-major. Tout était prêt pour que ça fonctionne. Bon. Mais derrière ça, dans ce modèle-là... Les deux font des scores inédits pour la gauche radicale. Exactement. Mais et Syriza reste gagne. à 20%. Et Syriza gagne. Avec le même modèle. La différence de Syriza. Non, c'est le même. Non, la différence, c'est que, évidemment, la crise en Grèce est d'une toute autre nature, et donc là, tout s'effondre, en Grèce. Mais Syriza, parce que c'est un des étonnements que j'ai eu en travaillant un peu sur le cas grec, c'est que, au moment de 2011, au moment où la crise de la dette explose, il y a deux forces de gauche radicale. Une qui s'appelle le KKE, KKE, qui veut dire Parti communiste grec en grec, langue que je ne maîtrise pas, rassurez-vous, mais qui est un parti archaïque, stalinien, sectaire, mais qui fait 2 fois plus de voix que Syriza, 2 fois plus, c'est beaucoup, et qui a une implantation sociale 3 ou 4 fois supérieure, à la fois dans les syndicats et dans la jeunesse. Or, ce qui va décoller, c'est Syriza. Il y a une raison précise, c'est qu'en 2009, il y a eu un mouvement de jeunes que Syriza a mieux compris que le KKE, qui était trop archaïque pour le comprendre. Mais c'est surtout parce que Syriza dit, on va prendre le pouvoir électoralement par le biais démocratique et on va gagner. Alors que le KKE dit non, il faut descendre dans la rue, ce genre de choses que l'extrême gauche ou le Parti communiste est capable de dire tous les jours, mais qui apparaît pas pour le grand public, pour les électeurs, comme quelque chose de preneur, au sens qui peut gagner, qui peut fonctionner. Bon. Donc dans les 3 cas, c'est le même modèle. Mais dans les 3 cas, on va voir arriver dans ces partis, dans ces regroupements, et c'est le cas en partie à Podemos et à la France insoumise, des gens qui pensent que ça va marcher par ce modèle-là. Et qui pensent que la centralité que représente tant Iglesias que Mélenchon est absolument centrale dans ce dispositif. Donc on a un modèle qui est quand même très basé sur le fait que la clé de voûte, c'est le leader ou la porte-parole, appelez-le comme vous voulez, Iglesias, Mélenchon, et qu'une fois qu'on a gagné, on va tout changer. Mais par la prise du pouvoir. Donc on ne va pas perdre de temps à lire Gors ou à s'embêter dans les assemblées générales syndicales où il faut travailler au consensus ou s'embêter avec Attac à discuter de je ne sais quoi. C'est pas le truc. On fonce, on prend le pouvoir et on résout tout. Et on retrouve beaucoup ça dans Podemos. C'est une des raisons des tensions entre Podemos en Catalogne et Barcelona en Común de Ada Colau, qui est beaucoup plus mouvementiste, si on peut dire. Donc on a cette tension. Et la force de ces mouvements, c'est de s'attaquer violemment à la démocratie représentative, pour revenir à ce que je vous disais au début, mais en utilisant un modèle qui quand même pose toute une série de problèmes, parce que c'est un modèle qui ne correspond pas à la conception que je peux avoir, par exemple, de la démocratie. Donc je pense qu'il est utile, de même que les communs s'opposent à l'étatisme et au capitalisme, de penser sur le plan démocratique ce que j'ai appelé, mais le nom est connu, la démocratie radicale. C'est une démocratie de l'implication directe, qui est celle des communs. Il y a des gens qui gèrent Wikipédia tout simplement parce qu'ils s'y investissent, ils y écrivent. Dans les coopératives, ça va de soi. Dans les coopératives d'énergie, c'est le même principe. Et puis il y a plein de mécanismes démocratiques qui ont été soit oubliés, je pense au tirage au
ressort, qui était ce que défendaient beaucoup les théoriciens des Lumières contre la démocratie représentative au XVIIIe. Et puis des tas d'autres choses, la démocratie du consensus, et puis aussi une démocratie directe du référendum, tout bêtement. Et donc on a plein d'outils qu'on peut, j'ai essayé d'en résumer quelques-uns dans le bouquin, mais qu'on peut retrouver soit dans le passé, soit dans les constructions les plus modernes, comme celle de l'Internet, et qui donnent des armes pour penser une démocratie de l'implication directe, qui nous évite tant les défauts de la démocratie représentative que les défauts d'un populisme de gauche, mais des guillemets à cette expression, qui est appuyé quand même sur une vision très verticale et en fait très étatiste de la transformation sociale. Je pense qu'effectivement, il faut penser à la fois ce que tu appelles la démocratie directe ou radicale, et en même temps une profonde transformation du système institutionnel tel qu'il est. C'est-à-dire effectivement penser le pluralisme, instituer la proportionnelle, le non-cumul des mandats. C'est-à-dire que dans le cadre actuel, se donner les moyens du pluralisme. Il ne s'agit pas seulement de dire il faut du pluralisme. Encore faut-il avoir des moyens de le mettre en œuvre. Et c'est ce qui manque effectivement, à mon avis, là dans ce qui se dessine aujourd'hui dans les mouvements alternatifs. Il faut absolument que la question démocratique ne soit pas le parent pauvre. Il faut que ce soit vraiment au centre et qu'effectivement c'est une place donnée au mouvement, c'est le respect des minorités qui doit être systématiquement mis en avant. Et ce pluralisme-là, s'il n'existe pas, effectivement, on risque de retomber dans les ornières du passé. Mais du coup, pour ça, on bâtit des coalitions ou au contraire, justement, on se range derrière une force qui a, comme la France Insoumise, comme Podemos, a montré une capacité d'énergie. Parce que je ne pouvais pas parler au nom de Europe Écologie Les Verts, mais vous avez été laminé par la France Insoumise. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Alors, je donne une réponse là à titre personnel, je le précise, puisque là je suis là au nom d'EcoRêve. Donc sur Europe Écologie Les Verts, je pense qu'il y a effectivement eu des erreurs stratégiques qui ont été faites, notamment le fait d'être à la remorque du Parti socialiste au moment justement où il ne fallait surtout pas l'être, étant donné les 5 ans qui venaient de se passer au gouvernement et l'échec, à mon sens, assez conséquent de la politique gouvernementale menée. Donc il y a eu une erreur, il me semble ici, qui a été très forte. Néanmoins, ça ne veut pas dire, mais au sein de ELV comme en dehors, que le modèle que décrivait Christophe, un chef et tout le monde derrière, ne sera jamais un modèle de l'écologie politique. Jamais. Vert ou pas vert. C'est pas le modèle qui peut être adapté. Ma question, c'était qu'est-ce qui vous reste comme espace aussi parce que finalement, entre le tribun Mélenchon et entre le césarisme de Macron, est-ce qu'il reste un espace pour une gauche qui peut aller des frondeurs à ELV en passant par les communistes ? Alors, c'est pas comme ça que je pense les choses. Je pense pas qu'il faut limiter les choses sur un cartel organisationnel. Je pense qu'il faut pas mettre de blocage du type que vous venez de le mettre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au sein de la France Insoumise, il y a aussi des militants qui portent des valeurs qui peuvent être proches de ce qu'on appelle, nous, l'écologie politique et qui, eux, vont s'appeler l'écosocialisme. Je crois pas qu'il faut comme ça, on va dire, opposer en mettant d'un côté, il y aurait la France Insoumise et de l'autre, potentiellement, une coalition et que les deux seraient forcément irréconciliables. C'est pas ma vision des choses. Je pense qu'il faut penser la gauche du XXIe siècle par le pluralisme. Et donc le pluralisme, ça veut dire qu'on sort justement de l'idée que ce serait bloc contre bloc, qu'au contraire, il faut penser qu'on peut effectivement travailler dans le cadre de coalitions et mener des combats, mener des luttes en commun. On a néanmoins des choses qu'on partage. Mais là, je parlais pas de bloc contre bloc. J'essayais de prolonger un peu ce que disait Christophe Aguiton, c'est-à-dire qu'on a bien vu dans différents pays, dont la France avec la France Insoumise et la dynamique Mélenchon, une dynamique de gauche radicale qui semblait faire pièce de manière électorale à une gauche social-démocrate effondrée. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, on lui reproche un autoritarisme, un manque de pluralisme. Mais ceux qui font ça sont aujourd'hui à peu près laminés électoralement et politiquement. Donc ma question est, qu'est-ce qu'on peut construire à partir de là ? Je pense que, faisons attention, le processus électoral s'est terminé il y a 2 mois. Tout le monde était épuisé par 1 année et demie de débats politiques. Les gens sont partis en vacances. Donc les choses vont bouger. Et on peut là prendre appui sur ce qui se passe en Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, on a une construction justement d'un blitzkrieg qui était l'idée qu'on allait gagner tout de suite. Ça, c'est pas fait, avec les limites. Donc un changement de stratégie qui s'est imposé. Un premier changement qui était l'alliance avec le Parti communiste qui avait été refusé, avec Izquierda Unida, qui était déjà une coalition, mais ils sont dominés par le Parti communiste espagnol, qui a créé Unidos Podemos. Donc c'est déjà plus Podemos. On va voir arriver dans toute une série de régions quasi autonomes comme la Catalogne des débats importants, puisque sont en train de se créer de nouveaux partis comme un País en Común, qui est la tentative de faire comme Barcelone en Común à l'échelle de la totalité de la Catalogne, et qui là sont des forces pluralistes. Que va faire Podemos ? Comment ils vont s'allier avec ? Tout ça, c'est des questions ouvertes. Et on voit comment Podemos, quelle que soit l'idée initiale d'une victoire rapide, a été obligé de composer à la fois avec ses réalités externes, d'autres forces, mais aussi avec des réalités internes, qui est l'ouverture d'un vrai débat démocratique en son sein.
Bon, Podemos a connu quand même deux congrès, appelons-le comme on veut, qui s'appellent Vista Alegre, parce que c'est la ville, la banlieue de Madrid où ça s'est tenu. Mais dans les deux cas, il y a eu un débat souvent très tendu. Pour le dernier, c'était entre les deux fondateurs de Podemos, qui étaient Pablo Iglesias et Íñigo Errejón, qui étaient sur deux conceptions assez différentes. Tant sur l'alliance ou pas avec le Parti socialiste espagnol, mais aussi sur l'utilisation de certains concepts qui viennent de la Chloé Moufle, les théoriciens du populisme de gauche. Et donc, ils sont arrivés à une conflit assez vraiment ce qu'il a emporté, lutte politique et tout juste, puisqu'il n'a fait que 49%. Errejón a fait un peu plus de 30%. Il y a eu un autre petit groupe qui venait plutôt de l'extrême gauche trotskiste qui a fait un peu plus de 10% et quelques autres bricoles. Mais on voit que le débat maintenant existe. Alors, c'est des formes démocratiques nouvelles, et tant mieux. Par exemple, dans Podemos, on vote sur Internet. C'est pas, on va pas dans sa réunion de section, on lève sa petite main comme ça se faisait dans les années 80-90, ça a changé. Maintenant c'est sur Internet qu'on clique. Mais c'est pas mal. Moi ça me pose aucun problème. Mais c'est malgré tout un vrai débat. Et pour la France insoumise, on va voir, là franchement on sort, je vous dis, de la séquence électorale. Ce qui m'apparaît évident, c'est que dans des pays comme l'Espagne, la France, mais c'est le cas de la plupart des pays, et pas que du Nord, où on a 60% d'une classe d'âge qui aujourd'hui a accès à l'enseignement supérieur, les gens vont pas accepter d'avoir un leader, on suit et que tout le monde se taise pour suivre la ligne. Comme tu le dis, Élise, c'est pas que dans l'écologie que les gens non, heureusement. C'est dans tous les mouvements sociaux, mais dans la société en général. Alors c'est vrai qu'on est en même temps un peu schizo. Parmi des trucs marrants pendant l'élection présidentielle, c'était ces méga meetings gigantesques où tout le monde allait voir les rockstars du jour. Alors c'était Macron, Mélenchon, mais ça pouvait être Hamon qui réunissait du monde dans les salles. Il n'y avait pas de problème. On va comme un peu au spectacle, et c'est tant mieux. Ça permet de repolitiser. Moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, je pense que ça fait partie du débat et c'est utile. Mais bon, c'est pas parce qu'on va voir une rockstar qu'on oublie d'écouter d'autres formes musicales. Et je pense que le pluralisme va s'imposer. Je vois pas comment, je suis dans la tête ni de Mélenchon, ni de l'équipe dirigeante de France Insoumise, mais un modèle où il y aurait un seul chef et tout le monde qui suit au garde à vous, ça marchera pas. Alors si on se projette un peu, vous parliez tout à l'heure du cas grec, de Syriza. Il y a eu un autre continent où on a vu arriver au pouvoir des gauches radicales qui étaient en rupture vraiment avec le système néolibéral. Aujourd'hui, avec des bilans très contrastés, on voit ce qui se passe au Venezuela, où il y a eu à la fois une grande sortie de la pauvreté et aujourd'hui un pays qui tend vers la dictature. Est-ce que on sait bien qu'on peut pas importer, vous montrez notamment dans votre livre, Christophe Aguiton, qu'il y a des modèles, que les pays ont des rapports à la politique qui sont pas les mêmes. Donc il ne s'agit pas de transférer un modèle ou d'appliquer forcément d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre, mais c'est quoi quand même les leçons qu'on peut tirer et de ses succès et de ses échecs pour vous? Pour moi, il y en a 3 en Amérique latine. Vas-y, je t'en prie. Non, la première leçon, et ça différencie quand même le Brésil des autres pays, disons, du bloc andin, Bolivie, Équateur et Venezuela, c'est le degré de la rupture. On voit là, il y a un nouveau procès qui est lancé contre Lula et Dilma Rousseff sur l'accusation de cartel dans la corruption. Mais quel est le fond du problème? Quand Lula arrive au pouvoir en 2002-2003, juste au passage d'une année à l'autre, il a un système face à lui qui est celui dans lequel l'essentiel de l'Assemblée nationale est composé de gens élus par des latifondistes locaux, des gens qui changent de parti une fois par an, parce qu'on a le droit de le faire au Brésil, mais en fonction du plus offrant, tout simplement, et dans lequel le PT ne contrôle que 20% de l'Assemblée, c'est-à-dire très peu de choses. Et dans un système à l'américaine où il y a d'un côté l'administration présidentielle et de l'autre le Parlement, et comme aux États-Unis, il faut un accord entre les deux. Pour régler ça, il y avait 2 solutions. Soit une constituante, ce qui veut dire une certaine rupture, ce qu'ont fait Morales, Chavez et Correa, et qui permet d'avoir des institutions plus démocratiques, avec leurs limites, je ne vais pas dire que tout était parfait, mais quand même bien meilleures que celles qui étaient là auparavant, soit on essaie de composer avec le système. Lula a composé avec le système par le Mensalao, c'est-à-dire en fait les enveloppes données aux différents députés. Donc ça tue, quoi. Et parce que c'est la corruption généralisée. Tout le monde a ouvert le journal. Donc ça, c'est le premier problème. Donc des degrés de rupture plus ou moins importants. Je ne parle pas du Chili, il n'y en a eu aucun. Deuxième problème, c'est le modèle du pouvoir. Et là, on peut comprendre le pourquoi. C'est vrai que dans les pays d'Amérique latine, beaucoup plus qu'en Europe, la presse est complètement contrôlée par les pouvoirs financiers. Complètement. La presse écrite, vous allez au Brésil, vous avez la Faola de São Paulo, qui est une espèce de Figaro
local, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tout le reste, c'est de la presse trash qui est de droite et qui tape sur les gouvernements de gauche en veux-tu, en voilà. C'est vrai dans tous les pays, ou quasiment tous les pays latinos. Et dans ce contexte-là, à part un peu l'Argentine, mais dans tout ce contexte-là, les pouvoirs s'appuyant sur des constitutions de type présidentiel s'appuient sur le pouvoir personnel, plus Chavez à la télé dans Señor Presidente Allo Presidente. ou Allo Presidente. Ça c'est des modèles extrêmement centralisés qui ne sont pas acceptables. Quand on voit par exemple Evo Morales qui au début ne devait faire qu'un mandat, essayer de trouver tous les moyens pour en faire un quatrième, alors que la Constitution ne le permet pas et qu'il a été battu au référendum où il cherchait à pousser, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis il y a un troisième modèle, mais Élise en dira encore plus que moi, un troisième problème qui m'apparaît encore tout aussi important, voire plus, c'est le modèle de développement. En fait, ces pays-là ont tous connu un boom des matières premières à la fin de la décennie 2000 jusqu'en 2012-13, et ce boom des matières premières a permis de donner beaucoup d'argent aux plus pauvres, et tant mieux. Et a permis aussi à Chavez de donner un pétrole pas cher aux pays qui l'entouraient pour consolider l'ALBA, pour le dire vite. Et pourquoi pas? Franchement, ces deux choses-là, que les pauvres aient plus d'argent, c'est très bien, et qu'il y ait une espèce d'alliance face aux États-Unis, et pas bête non plus, pas de problème. Bon. Mais ils n'ont en rien changé le modèle productif, qui était un modèle extractiviste, dans le cas vénézuélien, purement rentier sur le plan pétrolier. Bon. Et en 17 ans, ce qui est énorme, il n'y a rien qui a changé. Rien qui a changé. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on ne change pas une rente pétrolière, ça va de soi. C'est très compliqué. Par exemple, le Venezuela, bien avant de Chavez, n'avait plus d'agriculture. Tout simplement parce que le prix du pétrole, c'est quelques centimes le litre. Donc il vaut mieux, plutôt que de faire pousser des patates, prendre un jerrycan à la frontière colombienne et revenir au marché noir. Et c'est comme ça que l'économie a fonctionné et que l'agriculture a disparu bien avant Chavez. Chavez n'y est pour rien. Mais pour reconstruire une agriculture, ça ne se fait pas en 2 jours. Oui, là-dessus, je suis complètement d'accord avec Christophe. C'est-à-dire à la fois sur ce qui était positif et ce qui pose problème. Et effectivement, le Brésil, l'exemple de la monoculture du soja massive, la situation des peuples autochtones. On a quand même des situations qui sont extrêmement graves. La déforestation de l'Amazonie, des choses que beaucoup de gens connaissent. Mais effectivement, on pouvait attendre, et on devrait attendre d'une gauche du XXIe siècle, justement, qu'elle prenne en compte ces problématiques. Ce qui n'a pas été fait, en tout cas suffisamment, à la fois sur la question de la démocratie, avec les questions de corruption, et aussi principalement sur la question écologique. Et pour Syriza, c'est le même problème, le degré de rupture. Alors oui, le degré de rupture est absolument central. C'est-à-dire que Syriza, faut aussi voir les choses telles qu'elles étaient. C'est un tout petit pays, 2% du PIB de l'Union européenne. Complètement étranglé par les besoins financiers qui étaient ceux de la dette liée au gouvernement précédent, aux différents gouvernements de gauche et de droite qui avaient géré le pays avant l'arrivée de Syriza au pouvoir. Mais ce qui est certain, et si on veut prendre d'un point de vue critique l'action de Tsipras et de son gouvernement, c'est qu'il y a 2 choses qui auraient été, en tout cas qui auraient aidé dans la construction du rapport de force qu'ils n'ont pas fait. La première, c'est de tenter de constituer cet espace de la société civile européenne qui n'existe plus, et on en parlait tout à l'heure à propos des revendications sur l'Europe. Aujourd'hui, le Forum social européen, qui était si important au début des années 2000, puisque c'était les grandes manifs contre la guerre en Irak, c'était des énormes manifestations altermondialistes, celle de Gênes, qui était évidemment très importante, mais pas seulement. Tout ça a disparu, parce qu'on n'a pas été capable, je faisais partie de cette expérience-là, de constituer une alternative après la crise de 2007, puis la crise de la dette de 2011. Il y a eu une vague tentative que connaissent les militants des mouvements sociaux qui s'est appelée l'Alter Summit, lancée par des syndicalistes belges, une très bonne initiative sur le papier, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Et donc, il y a plus de... Et les mouvements de 2011, les Occupy ou autres Indignados espagnols, étaient trop basés sur des individus pour vraiment pouvoir se coordonner et constituer une alternative. Donc, il n'y avait pas d'alternative. Or, au moment où Tsipras arrive au pouvoir, où Syriza gagne les élections, il y a eu un écho considérable. Moi, je me rappelle, on a fait des réunions en tant qu'attaque à Paris, où tout le monde venait, l'UNEF, la CGT était là, évidemment Solidaire, Attaque était à l'initiative. Et on avait les moyens, je pense, de mobiliser beaucoup en France. Et c'était pas qu'en France. Toute l'Europe était quand même plus que intéressée en début 2015 par ce qui est en train de se passer en Grèce. Et Syriza et le gouvernement n'ont pas voulu appeler à une réunion à Athènes qui aurait pu permettre de reconstituer un espace commun des mouvements sociaux européens qui n'existait plus. Premier problème. Et donc ils n'ont pas voulu jouer par les forces sociales des pressions sur ces différents gouvernements. Ils pensaient qu'ils pouvaient, par l'intergouvernemental, changer les choses. Puis la deuxième chose, ça vous connaissez tous l'histoire, mais ils n'ont pas voulu avoir de plan B. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrivé dans la négociation en disant, si on n'a pas ça, ciao ou autre chose, peu importe, mais on fait quelque chose d'autre. Donc ils se sont retrouvés avec un nœud coulant qui serrait. Tactiquement, parce que la Grèce est le pays peut-être le plus politique d'Europe avec l'Italie, ils ont très bien joué. Tsipras, avant son référendum d'août, était au plus bas des sondages. Il gagne le référendum. Il signe le même référendum qu'il avait refusé auparavant, mais il est apparu pour l'opinion grecque comme ayant été jusqu'au bout.
C'est à mon avis un résultat qui n'est pas bon, parce que le prix du mémorandum, ils sont en train de le payer maintenant. Mais je pense que c'est ces deux raisons principales qui l'expliquent dans l'absence de construction du rapport de force, l'absence de mobilisation au niveau européen et l'inexistence d'un plan B qui permettait quand même de faire un peu pression. Oui, je suis complètement d'accord sur ce sujet. Et je rajouterais qu'effectivement, pour faire le lien avec la force des mouvements, tu disais, ils ont joué que l'intergouvernementalité, ils n'ont pas pensé la force des mouvements. Là aussi, la gauche du XXIe siècle, c'est une gauche qui sait penser la force des mouvements, qui s'appuie dessus et qui est en capacité effectivement de faire des coalitions aussi au sein des mouvements. Et on a en France actuellement, aujourd'hui, de quoi faire aussi sur ce plan-là. Le mouvement pour la justice climatique, c'est quelque chose de très important dans lequel on est mobilisé. Il y a les mouvements des quartiers populaires, il y a aussi le mouvement féministe, il y a beaucoup de mouvements qu'il ne faut pas négliger et penser, on va dire, une alternative démocratique, c'est aussi arrêter de croire que tout passe uniquement par la prise de pouvoir étatique. Alors, une dernière question là-dessus. La force des mouvements, est-ce que c'est pas une invocation, certes nécessaire, utile, et on ne peut jamais préjuger de ce que sera une mobilisation? Là, il y a des rendez-vous le 12 septembre, le 23 septembre. Après, on a bien vu dans les mobilisations contre la loi travail, à la fois beaucoup de gens, beaucoup d'inventivité, et la loi travail passée, et ensuite Macron passer derrière et faire des ordonnances qui rajoutent sur la loi travail. Donc, deux questions. Est-ce que vraiment la question de la prise du pouvoir, elle est aujourd'hui réglée? C'est-à-dire que ceux qui refusent, au fond, tout le jeu électoral resteront une minorité, alors que, par ailleurs, je dirais qu'on a vu une certaine énergie dans des mouvements comme Notre-Dame-des-Landes, même comme le cortège de tête, c'est-à-dire des gens qui ne veulent plus du tout jouer à la politique institutionnelle. Et deuxième question, est-ce que ces mouvements qui sont censés reconcrétiser des grands clivages théoriques qu'on ne réglera pas autrement, ou qui sont censés réactiver au fond des partis politiques vraiment ancrés à gauche, mais pluralistes, mais tout ça, est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, je pense qu'il faut penser les deux en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, une nouvelle démocratie, c'est à la fois, c'est pas seulement proclamer la force des mouvements, c'est y agir, les faire vivre. Vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes. On est nombreux ici à s'y être investis pendant plusieurs décennies. Ça peut porter ses fruits. Et je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose de négligeable. Ça veut pas dire, effectivement, qu'on délaisse totalement ce que vous avez pointé du doigt, la question du pouvoir, comment le gérer, quel rapport on entretient avec les pouvoirs en place et comment on tente de le prendre. Ça veut pas dire qu'on met de côté cette question. Ça veut dire qu'on pense cette dualité. C'est difficile, souvent, c'est l'un ou l'autre. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça et penser les deux en même temps. Mais je pense que, l'idée qu'on pourrait changer les choses uniquement en dehors du jeu politique, aujourd'hui, franchement, des gens le pensent et c'est tout à fait légitime, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même louper un peu la cible, surtout à un moment où on s'aperçoit que les gauches radicales montent beaucoup sur le plan électoral, avec ces thèmes de révolution citoyenne, appelons-le comme on veut. Donc je pense que ça existe, il ne faut pas du tout le négliger, il ne faut pas du tout mépriser ces tentatives et ces réflexions, mais je pense que c'est quand même un peu à côté de la plaque aujourd'hui. Après, comment construire des mouvements? On a une difficulté qui renvoie à la transformation très profonde des modèles d'engagement dans les partis comme dans les mouvements sociaux. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à militer, on s'investissait dans des partis ou dans des syndicats dans lesquels on entrait pour des dizaines d'années ou pour longtemps en tout cas. Et donc à la suite d'un mouvement, on recrutait dans les syndicats, dans les associations, dans les partis politiques. Prenez la loi travail, il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui se sont mobilisés, qui dans Nuit debout, qui dans les manifs, qui dans les occupations de raffineries. Ça n'a pas beaucoup renforcé ni les partis politiques, ni les syndicats, ni les associations. Et on voit toute une génération qui se remobilisera demain, parce que c'est des gens qui sont très conscients. Ça renvoie aussi au niveau d'éducation dont on parlait tout à l'heure. Ça renvoie aussi à l'Internet et à tout ce qui permet à Mediapart de faire un live comme aujourd'hui, qui fait qu'on peut s'informer par des tas d'autres biais. On peut se mobiliser par d'autres outils qui sont ceux de l'Internet. Et donc, mais qui rendent en même temps les choses plus impalpables, plus compliquées à analyser, parce qu'on ne peut pas, comme on le faisait auparavant, dire si la CGT appelle, alors tout va changer. La CGT peut appeler, ça peut être gros ou petit, mais c'est pas. C'est ce qui se joue dans la société qui est en train de se jouer. Moi, je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Je sors de l'université d'attaque qui était très grosse. On attendait 1400 personnes. On s'est retrouvé plus de 2000. Avec beaucoup de jeunes. Et toutes les universités d'été ont été grosses. Celle de la France Insoumise l'a été aussi. Donc on voit que la marée monte. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des centaines de milliers de gens. J'en ai aucune idée. Le 12 ou le 23 contre la loi travail, ça j'en ai absolument aucune idée. Mais penser que la société va rester comme ça atone, j'y crois pas une seconde.
Bon, parole pour conclure, c'est bien, c'est pas mal. Merci beaucoup à tous les deux. Le numéro 45 d'Éco-Rêve, André Kortz, Une pensée vivante, et Christophe Aguiton, La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation. C'est paru aux éditions La Découverte, c'est en librairie. Une petite pause, le temps de recharger à la fois les machines et les équipes, et on se retrouve pour une soirée en 2 plateaux et de nombreux invités, intitulée Les jeunes premières victimes du pouvoir. Il y a un point d'interrogation quand même pour ménager un peu de suspense. Le temps aussi de vous dire que, puisqu'on consacre cette soirée à la jeunesse, le tarif jeune de Mediapart, 5 € par mois ou 50 € par an, est accessible jusqu'à minuit à tout le monde. Merci beaucoup. 77 ans.